Donc, il me semble que ce serait bien de commencer maintenant. Donc, bonjour et bienvenue à ce débat en ligne pour une démocratie de combat. Je suis vraiment très, très ravi qu'on a la possibilité de vous présenter ce débat aujourd'hui, ce matin. Et nous, ça, c'est nous, la Fondation Heinrich Böll et aussi l'Institut Goethe de Paris, dans notre série Le livre politique. Et déjà, vraiment, merci beaucoup à Barbara Honrath et l'Institut Goethe pour cette coopération et à nos équipes, à Madeleine de Solz et Nadia Wolf, pour l'avoir organisé. Et vraiment, une très grande merci, surtout à Michel Viviorca, à Axel Honneth et aussi Barbara Carnevali d'être parmi nous ce matin pour ce débat. Et il me semble que le titre, ça c'est le point de départ aujourd'hui, c'est le nouveau livre de Michel Viviorca pour une démocratie de combat qui va être au centre du débat de ce matin. Et il me semble que ce titre de ce livre, déjà, ce n'est pas seulement une question d'un chercheur, il me semble que c'est même un appel important, parce que la démocratie, ça c'est assez clair, est aujourd'hui menacée et aussi mis en question. Et ça, et Michel Viviorca, il a écrit ce livre déjà avant la pandémie. Donc là déjà, il y avait cette question importante, justement. Et maintenant, après une année de la crise sanitaire qui a frappé fort, surtout en France, aussi en Allemagne et d'autres pays en Allemagne, en Europe, mais même encore plus en France, a frappé très fort et frappe encore. Et c'est justement encore cette crise qui est en question, qui est en train de mettre en question encore plus vraiment la question comment vivre la démocratie sous ces conditions. Et en plus aussi est en train de menacer les fondements de la démocratie. Je cite seulement quelques éléments, par exemple, la confiance qui était déjà assez bas avant, plus en France qu'en Allemagne, et d'ailleurs, dans la capacité des acteurs politiques de gérer les défis d'aujourd'hui, c'est encore en baisse après une année de la pandémie et de la crise sanitaire, et aussi deux autres éléments qui sont importants pour une démocratie vivante, les questions de l'optimisme et de l'espoir pour le futur, aussi ça, si on regarde des chiffres, c'est aussi quelque chose qui est vraiment en train de baisser fortement. Donc, quand si ce n'est pas maintenant qu'il faut se tourner vers des sociologues, des philosophes, et vraiment des très, très grands intellectuels comme Michel Viviorca et Axel Honneth pour avoir des réponses, comment faire face à cette menace, à cette mise en question de la démocratie et comment, et justement pour développer et pour avoir des idées, comment gérer cette situation à laquelle on est quand même confronté aujourd'hui d'une façon assez durement. Donc c'est pour ça que nous, comme fondation, et on est très, très, très content et très ravis qu'on a la possibilité d'écouter cette vraiment échange de ce matin et apprendre plus sur la question comment défendre et peut-être même aussi revitaliser la démocratie et qu'est-ce que pourrait faire les sciences sociales et humaines pour contribuer à cela. Donc vraiment, merci beaucoup à Axel Honneth, qui est un des très, très grands intellectuels et philosophes les plus connus de l'Allemagne, et qui est très, très connu aussi en France pour tous ses travaux autour de la lutte pour la reconnaissance. Et pour les dire, il me semble que ce qu'on a vécu en France il n'y a pas très longtemps avec le mouvement des Gilets jaunes était une sorte de confirmation vraiment de son œuvre d'ailleurs, mais ça juste entre parenthèses, ce n'est pas absolument le sujet principal aujourd'hui. Mais là, je suis très, très ravi qu'on a cette possibilité que Axel Honneth est aussi parmi nous et qu'il peut discuter justement avec Michel Viviorca autour des thèses de son nouveau livre. Et merci beaucoup à Barbara Carnevali, philosophe qui est italienne, qui est à Paris. Donc, on a en plus une autre perspective italienne et française. Donc là, on a un vrai échange des intellectuels européens, ce qui est exactement toujours un peu une idée que nous, on veut permettre comme fondation.
Donc, merci à vous. Et avant de donner la parole à Barbara Carnevali, je vais aussi donner la parole à Barbara Honorat. Permettez-moi juste deux petites remarques techniques pour tout le monde. Là, c'est maintenant un débat qui va être un débat en français et en allemand. Donc, en bas, vous avez la possibilité de choisir la langue, ou français ou allemand. Et ce qui est très important, vous devrez aussi couper le son original, mute original audio. Ça, c'est vraiment très important, sinon il va y avoir des problèmes. Et d'autant plus, si après vous voulez contribuer au débat et parler, c'est encore plus important pour que ça marche avec la traduction simultanée. Maintenant, je donne la parole à Barbara Honorat, la directrice de l'Institut Goethe de Paris. Barbara. Donc, en fait, on a deux Barbara aujourd'hui. Très difficile de savoir laquelle était pensée. Donc, moi, je suis Barbara Hohnrath, donc du Institut Goethe, et donc responsable. Et je voudrais également vous souhaiter la bienvenue pour cette discussion. Il s'agit donc de discuter des défis actuels de la démocratie. Et donc, cet événement fait partie d'une série que nous co-organisons avec la Fondation Heinrich Böll. Donc, il s'agit donc du livre politique. Ce sont des livres politiques qui discutent de thèmes actuels et importants. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole et je voudrais donner la parole tout de suite à nos invités. Et donc, je vous souhaite une discussion fructueuse. Et donc, maintenant, je passe la parole tout de suite à Barbara Carnevali. Merci. Merci beaucoup à la Fondation Heinrich Böll France et au Goethe Institut pour cette invitation et cette occasion de discuter ensemble avec Axel Honneth et Michel Vivorka. Je vais dire quelques mots d'abord pour présenter au public nos invités, rappeler leurs ouvrages et leurs pensées, et ensuite quelques mots sur l'organisation du débat, la façon dont on a conçu ensemble l'articulation de questions et de réponses. Je vais commencer en vous présentant notre invité. Le livre de Michel Vivorka sera le centre de la discussion. Donc, je vais commencer en présentant Axel Honneth, notre invité d'Allemagne. Axel Honneth, vous êtes philosophe et sociologue. Vous avez dirigé entre 2001 et 2019, donc presque 20 ans, l'Institut für Sozialforschung, c'est-à-dire l'Institut de recherche sociale qui est la maison de l'école de Francfort en Allemagne. Et vous avez aussi longuement enseigné la philosophie sociale à la Goethe-Universität à Francfort. Et vous êtes depuis 2011 professeur à l'Université Columbia à New York. Vous avez reçu de nombreux prix, dont l'Ernest Bloch Prize et l'Ulysses Medal de l'University College de Dublin pour la contribution de votre vie, de votre pensée à la philosophie sociale et à la théorie critique. Dans le champ de la philosophie sociale et pratique, comme a été rappelé, est associé au projet de relancer la théorie critique amorcée par l'école de Francfort au moyen d'une théorie de la reconnaissance qui réactualise les programmes hegeliens et dont vous avez formulé les grandes lignes dans votre premier livre mondialement reconnu, Kampf um Anerkennung, la lutte pour la reconnaissance, paru en 1992 pour l'édition originale allemande et en 2000 pour la traduction française. Votre pensée s'est développée au fil du temps pour aboutir à une théorie de l'éthicité démocratique, une théorie de la vie éthique démocratique qui est contenue dans vos derniers livres, parmi lesquels je voudrais citer notamment Das Recht der Freiheit, les droits de la liberté, paru en 2011, qui est sans doute votre livre le plus important avec la lutte pour la reconnaissance. En particulier, je voudrais mentionner la partie du livre que personnellement je considère comme un de vos chefs-d'œuvre, celle sur la transformation démocratique de la famille moderne. Et puis, je voudrais rappeler l'idée du socialisme, un essai d'actualisation paru en 2015 qui reprend les thèmes de la loi de la liberté, les droits de la liberté, en s'interrogeant sur l'essence de la liberté sociale aujourd'hui et de son rapport avec l'idéal moral et politique du socialisme.
ainsi que les récents Anerkennung Geschichte einer europäischen Idee, qui fait les points sur l'histoire des idées sur à niveau européen, sur la catégorie centrale de votre pensée, hein, la reconnaissance, dans une perspective justement européenne. Tous vos livres sont parus chez Gallimard, en édition française. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Michel Viverka, vous êtes sociologue, tenant d'une sociologie de l'action qui tient compte de la globalisation, de la construction individuelle et de la subjectivité des acteurs. Vous avez étudié aussi bien des mouvements sociaux que des phénomènes comme le racisme, la violence, l'antisémitisme et aussi des phénomènes comme le numérique. Vous êtes très engagé dans les débats politiques et dans la vie des institutions. Directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, vous avez dirigé de 1993 à 2009 les centres d'analyse et d'intervention sociologique, les CADIS, fondés par Alain Turin. Vous avez également été président... Excusez-moi, vous lisez un petit peu trop vite, madame. Est-ce que vous voudriez bien ralentir un petit peu? C'est extrêmement intéressant et j'aimerais bien le transmettre. Merci. Merci. Vous avez directeur d'études à l'École des études en sciences sociales. Vous avez dirigé les centres d'analyse et d'intervention sociologique fondés par Alain Turin. Vous avez également été président de l'Association internationale de sociologie de 2006 à 2010. Et pour une décennie, vous avez été administrateur de la Fondation Maison des sciences de l'homme à Paris. Vous êtes l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur l'antisémitisme, les mouvements sociaux, la question du numérique. Parmi vos derniers livres, je voudrais citer « Les sciences humaines et sociales françaises à l'échelle de l'Europe et du monde », que vous avez coécrit avec Jacques Moret, paru aux éditions de la Maison des sciences de l'homme en 2017. Les livres « Les Juifs, les musulmans et la République », paru chez Robert Ralphon en 2017. Et le livre qui est l'occasion de la rencontre d'aujourd'hui, je l'ai avec moi, Pour une démocratie de combat, paru chez Robert Laffont en 2020. Et c'est un livre qui interroge la définition, l'essence, la mission et les défis de la démocratie aujourd'hui, que vous définissez une démocratie de combat, militante, et qui est la source d'inspiration de notre débat aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup donc d'être avec nous. Je vais dire quelques mots à propos de l'organisation de la séance et du débat. Nous avons à disposition environ 1h30, compris les questions du public qui est invité donc à intervenir et à poser ces questions aussi bien sous forme écrite en utilisant, si vous préférez, la chat, la conversation qui est en bas de vos écrans, ou aussi de lever la main et de demander la parole si vous souhaitez intervenir personnellement de vive voix et poser une question à nos interlocuteurs. Je vais poser en tout 6 tours de questions. Donc, 5 questions seront les mêmes pour les 2 interlocuteurs et une question spéciale sera différenciée pour chacun des intervenants. Au total, donc, cette première partie du débat durera 1 heure et le reste sera consacré aux questions du public. Donc, si je peux, je vais poser ma première question qui sera adressée à vous deux, mais en commençant par Michel Viverka, qui l'aborde largement dans son livre « Une démocratie de combat », mais qui, pour des raisons chronologiques, parce que le livre est sorti en 2020, au mois de mars, si je ne me trompe pas, donc justement au début de la grande crise sanitaire, donc le livre n'a pas pu affronter la grande urgence de la crise pandémique. Donc cette première question que je vais poser concerne la relation entre démocratie et pandémie, et avant tout la question plus spécifique de la différence entre les gouvernements autoritaires et les gouvernements démocratiques dans la gestion efficace de la pandémie, et aussi sur la question de la faiblesse apparente des démocraties. Je vais formuler la question de manière plus articulée pour l'introduire aussi au public. La pandémie a été un événement inattendu qui a confronté le monde à la question de l'incertitude. Pour faire face de manière adéquate à la COVID-19, il fallait prendre des décisions politiques rapides et efficaces. Au moins au début, on a eu l'impression que les pays autoritaires, comme la Chine ou la Corée, étaient mieux à même de répondre à l'urgence,
principalement grâce à une utilisation massive des technologies numériques, rendue possible par l'absence des problèmes tels que le respect de la privacy ou de l'autonomie individuelle. Les pays démocratiques, en revanche, ont dû faire face à des problèmes majeurs de légitimation des décisions politiques. Donc, pensez-vous, Michel Vivorka, que cette impression est fondée? Et pensez-vous que la crise a ultérieurement renforcé les régimes autoritaires par rapport à la situation que vous avez analysée et décrite dans votre livre? Je poserai la même question à M. Honnête après la réponse de Michel Vivorka. Merci. Merci Barbara, bonjour à tous. Je m'associe à tous les remerciements qui ont été faits pour pouvoir aller directement dans la réponse aux grandes questions qui viennent d'être formulées, en disant simplement que c'est une grande joie pour moi d'avoir cet échange avec Axel, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Alors, c'est une drôle de question, parce que quand on dit démocratie versus autoritarisme, les yeux, à propos de la pandémie, se tournent d'abord vers la Chine. Mais on pourrait regarder aussi les États-Unis de Trump ou le Brésil de Bolsonaro. Et par conséquent, ma première remarque, c'est pour dire il y a autoritarisme et autoritarisme, premièrement. Alors regardons la Chine. La Chine n'est pas le seul pays qui s'en sorte bien, ou qui, dans un premier temps, s'en sort bien dans la partie du monde où est situé ce pays. Vous avez d'autres pays en Asie qui s'en sont sortis pas si mal. Taïwan, Singapour, peut-être même le Japon, la Corée du Sud, pas seulement la Corée du Nord, d'ailleurs je ne sais pas. Bref, si on regarde les choses régionalement, l'autoritarisme chinois, oui, avec d'ailleurs des zones d'ombre et de mystère, mais d'autres pays asiatiques s'en sont bien sortis. Et donc il faut avoir plusieurs types de réflexions. Premièrement, en quoi l'autoritarisme a-t-il permis de mieux s'en sortir à un pays comme la Chine? C'est un type de régime autoritaire parmi d'autres. En quoi d'autres pays asiatiques s'en sont-ils bien sortis? Certains ont dit c'est pour des raisons culturelles, c'est des vieilles traditions. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que la chose importante, c'est la relation entre, je vais le dire dans un mauvais vocabulaire, la société civile et l'État. C'est la confiance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de confiance quand l'État, quand le gouvernement demande ceci ou cela, la population le fait et trouve ça sain et normal, alors que dans un pays comme la France, il n'y a pas cette relation. Alors, je voudrais avancer un tout petit peu, Barbara, par rapport à cette question en disant ceci. Les sociétés démocratiques ne sont pas toutes évidemment identiques, mais on sent un peu partout des pulsions vers l'autoritarisme dans cette situation. On voit des mesures liberticides qui sont prises dans certains pays. La France se situe parmi ces pays d'ailleurs. Il y a beaucoup de mesures qui sont très, très critiquées de ce point de vue-là. On voit aussi des populismes se mettre en place dont on peut penser qu'ils sont une étape avant le passage à des régimes plus autoritaires et plus extrémistes. Mais en même temps, si on regarde à l'échelle de la planète les démocraties dans les pulsions qu'on aurait pu imaginer pour plus d'autoritarisme, on a des surprises. Et je voudrais terminer là-dessus pour ne pas être trop long. Je regarde même les résultats des élections hier ou avant-hier aux Pays-Bas, pour prendre des choses vraiment d'actualité. On n'a pas un déferlement de l'extrême droite. On n'a pas un déferlement d'appel à plus d'autorité. Si je regarde l'Italie, je parle sous votre contrôle, Barbara, si je regarde l'Italie, on ne peut pas dire que Salvini ait été le grand gagnant de la période de l'année qui vient de s'écouler. Et je dirais même, si je regarde la France, on dit que Marine Le Pen les élections très prudent. Oui, la pandémie encourage la discussion démocratique, encourage à demander la priorité à l'exécutif sur le militaire ou sur le législatif, c'est très très clair, mais tout ceci crée des conditions qui pourraient être favorables à des régimes plus autoritaires, mais je n'en fais pas une tendance automatique, une sorte de déterminisme. Je crois que c'est plus compliqué. Et j'ajoute pour terminer, je raisonne sur 1 an d'expérience, comme nous tous. Mais qui pourra dire où nous en serons dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans?
c'est à ce moment-là que nous pourrons aussi peut-être mieux apprécier les réponses qui peuvent être faites à la question qu'a posée Barbara. Je vous remercie beaucoup. Je passe la parole à Axel Honneth pour sa réponse et ses considérations. Oui, merci beaucoup. Et moi aussi, je voudrais remercier l'Institut Goethe et la Fondation Heinrich Böll. Et également, bien sûr, merci à Barbara Carneval et, pour cette introduction si aimable et si sympathique, aussi bien de Michel que de moi-même. Et, euh, et moi, je vous remercie également pour ce débat. Euh, il n'est pas surprenant, en fait, que actuellement se pose la question si on n'a pas des systèmes politiques avec des traits plus autoritaires ou dictatoriaux qui auraient géré mieux la crise. C'est une question qui nous occupe hein, dans les démocraties occidentales. On se pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, des systèmes politiques qui, dans des cas de crise existentielle et de défis existentiels, ne seraient pas plus effectifs, plus efficaces dans leur gestion? Mais maintenant, je voudrais orienter la question en distinguant deux formes d'autoritarisme qui ont réagi de manière extrêmement différenciée. D'une part, nous avons la dictature éclairée de la République populaire de Chine. Euh, je dis éclairée, puisque l'organisation centrale politique en Chine jouit d'une confiance notable en ses propres sciences et décide toutes les mesures en étroite collaboration avec les experts du système scientifique étatique. C'est-à-dire que la réaction chinoise sur la crise était basée sur la science, mais imposée dictatorialement sans tenir compte des besoins du peuple ou sans ressentir l'intérêt d'intégrer ou d'inclure le peuple dans les décisions. Mais les systèmes populistes, autoritaires populistes, ont réagi de manière totalement différente au Brésil. Donc le populisme de ces régimes autoritaires qui les ont donc conduits à négliger les sapiteurs experts scientifiques et de prendre des mesures qui seraient dans l'intérêt du peuple, c'est-à-dire des mesures centrales auxquelles on renonce. Et donc, on en connaît les conséquences par rapport à la situation aux États-Unis et celle du Brésil. Les États occidentaux sont en meilleure posture. Hein. Et si je dis ça, c'est en comparaison avec le régime autoritaire, les régimes autoritaires et avec les USA, les États-Unis, ils ont mieux géré cette crise, mais en comparaison avec la Chine, ils auraient été moins bons. Bien évidemment, au niveau de la République Chine, on peut dire que le prix est élevé. Le prix à payer est élevé, c'est-à-dire que pour maîtriser la crise, il convient donc de ne pas tenir compte de la confiance, d'exclure la population dans la décision pour ou contre des mesures qui ont été exercées, prises. Donc le prix à payer, c'est donc le risque d'une perte de légitimation à long terme. Et bien sûr, le prix est également donc l'ignorance de tout droit fondamental.
le droit à la vie privée, la protection des données, etc. Enfin, tout ça, c'est ce que je définis comme, en fait, comme contrôle éclairé de la pandémie, en fait. Moi, je pense que il y a avec même moins d'efficacité, les États occidentaux se sont montrés moins bons par rapport à la Chine, mais je pense que ça vaut le coup de le défendre. Je pense que la politique légitimée par les valeurs démocratiques pour la gestion de la pandémie apporte une valeur intrinsèque qui est nécessaire. On intègre chez nous les populations dans les décisions à prendre. Les mesures doivent être justifiées et chaque restriction portant sur les droits fondamentaux doit être justifiée et argumentée. Et du moment que au moins une fois ça marche, le bénéfice que nous retirons de cette transparence démocratique est énorme, à savoir la confiance en la fiabilité des institutions démocratiques, même dans des situations de crise sérieuses. Mais je voudrais également vous faire part d'une autre pensée, mais qui est même plus importante pour cette pandémie. Moi, je pense que les États démocratiques sont devant la mission de tirer les bonnes connaissances, la bonne expérience de cette crise et de tout ce qu'on a pu apprendre dans ces processus. Et je pense que le regard vers la Chine est justifié dans ce cas, justement pour se rendre compte que l'un des avantages ou l'une des raisons des mesures efficaces de la Chine était certainement aussi celui d'avoir des moyens économiques de piloter la crise, que ça pourrait être le cas dans des sociétés, par exemple, qui ne connaissent que le marché. C'est-à-dire que la Chine avait à disposition des instruments d'une économie planifiée que les États démocratiques occidentaux ont laissé pour compte, mais depuis longtemps. Et je pense, et je me demande si il n'y a pas une des initiatives qu'on pourrait déduire de cette crise pandémique, c'est peut-être de se demander si l'orientation exclusive sur le marché est vraiment la réponse et si il ne faut pas avoir à disposition également d'autres instruments de régulation économique afin de satisfaire les besoins de la population. Ça commence avec la santé. Hein. En partie, les États européens utilisent déjà ces instruments-là, sans pour autant les appeler. Hein. Tous les États occidentaux, enfin de l'Europe de l'Ouest, sont tenus donc à mettre à disposition un certain nombre minimum de lits de réanimation, par exemple. Et ça ne marche qu'avec un instrument de régulation. Tous les pays sont tenus à mettre à disposition des infrastructures en ce sens, et ça, on ne peut le faire que de manière planifiée. Et je je m'interroge de savoir, hein, je le répète, hein, s'il n'y a pas une des leçons que nous devrons apprendre, c'est de réfléchir sur une nouvelle combinaison entre moyens économiques dans le sens des instruments de coordination et de planification, et de se poser la question si les États démocratiques et les gouvernements démocratiques ne feraient pas mieux d'avoir de coordonner plusieurs formes du commerce entre eux.
En fait, nous, on a fait confiance au marché dans nos économies d'Europe occidentale. Bien sûr, on a subventionné massivement le développement des vaccins, mais on n'a pas réfléchi à comment distribuer ces vaccins obtenus par la suite. Hein. Moi, on marche sur la tête ici. Je pense que c'est un non-sens. Donc, les démocraties modernes qui financent le développement des vaccins, ils devraient avoir le droit de participer à la discussion sur la distribution et l'établissement de la tarification en fait, de ces vaccins. En d'autres mots, ces nombreuses leçons qu'on pourrait retenir on a d'une part le besoin d'une nouvelle orientation, une nouvelle organisation du marché, peut-être même une limitation du marché, et de réfléchir s'il n'y avait pas des instruments d'économie planifiés qui seraient nécessaires dans certains secteurs, la santé, l'habitat, etc. Et deuxièmement, s'il ne faut pas, réfléchir à limiter le patrimoine individuel afin de le mettre ou de mettre plus à disposition à la communauté. Donc la vision ou le regard vers la Chine est pour moi également un signe pour nous de nous détacher de cette fixation, de cette fixette néolibéraliste sur le marché. Et, euh, et de se servir des outils qui sont à disposition dans nos démocraties actuelles et sociétales. Je vous remercie beaucoup. Pour moi, la réponse est très éclairante et satisfaisante. J'imagine que Michel Vivorca voudrait rebondir, mais je profite de ma deuxième question qui s'enchaîne parfaitement dans les questions soulevées par M. Honnête. Notamment, il a évoqué vous avez évoqué tous les deux l'importance de la valeur de la confiance comme fondement des valeurs démocratiques. Ma deuxième question porte sur une autre valeur fondamentale qui est la solidarité sociale et qui a été évoquée indirectement par la discussion sur l'importance du welfare state et des structures de redistribution et de planification. Donc, je vous lis ma deuxième question qui s'enchaîne et qui porte sur le rapport entre inégalité et solidarité toujours face au nouveau défi de la pandémie. Donc, encore une fois, la crise sanitaire a été une sorte de crash test pour les démocraties. L'impact social des mesures de confinement, bien qu'utile pour réduire la contagion et la pression sur les systèmes de santé, comme M. Honnête vient de l'évoquer, ont accentué les inégalités déjà existantes et créé de nouvelles formes d'inégalités. Elles ont fait peser un lourd fardeau sur des groupes de personnes particulièrement vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants, les handicapés, les patients non-Covid, les prisonniers, les prostituées, les migrants. Ces mesures ont eu un impact différent sur les différents sexes. Les femmes ont le plus souffert à tous les niveaux et des coûts économiques différents pour des différents groupes sociaux, dont certains, comme les commerçants, les restaurateurs, les travailleurs du secteur artistique et culturel, se sont sentis sacrifiés par les choix du gouvernement, des différents gouvernements, au moins à niveau européen. Selon vous, donc, Monsieur Vivorca, je commence par vous à nouveau, quelle devait être la logique des décisions pour sauvegarder la cohésion sociale et les pactes intergénérationnels? Ou pour le dire autrement et de manière plus ambitieuse, quelle est votre idée, votre modèle de solidarité sociale aujourd'hui? Ensuite, je poserai la même question à Actionnet qui accorde une grande importance à la valeur de la solidarité dans sa proposition théorique de l'éthicité démocratique. Merci, Michel Vivorca. Je pense que dans de nombreux pays démocratiques, la conscience a été vive politiquement qu'il fallait tourner la page du néolibéralisme. Je vais parler en renversant un peu les choses. Vous vous souvenez de Fukuyama en 1989, quand le mur de Berlin est tombé.
qui a déclaré « c'est la fin de l'histoire, c'est le triomphe du marché et de la démocratie », je crois que nous hésitons un peu à parler de triomphe de la démocratie aujourd'hui, mais nous sommes certains qu'il n'y a plus le triomphe du marché. Je vais prendre mon pays, la France, c'est beaucoup plus simple. D'un seul coup, le pouvoir s'est mis à redistribuer des sommes phénoménales. Comme dirait le chef d'État, un pognon de dingue, c'est une expression qu'il avait utilisée avant. Et d'un seul coup, il a été beaucoup question d'intervention de l'État, de présence de l'État. Autrement dit, c'est le début d'une discussion avec Axel, il n'y a pas que la référence à l'expérience chinoise, il y a tout simplement, comment dirais-je, la conscience que le marché ne marche pas, en tout cas pas pour faire face à la pandémie. Et donc, si je dois tirer des leçons de la Chine, je serais plus prudent, peut-être qu'Axel, en disant, je crois aussi que nos sociétés ont montré les limites de certaines choses et la valeur d'autres choses. L'État-providence, on peut l'appeler de différents noms. Bon. L'idée qu'il faut peut-être se projeter vers l'avenir. Nous le faisons très insuffisamment. Nous vivons dans l'instant présent. Un jour, telle décision, un autre jour, telle décision. Si je prends la France, on ne confine pas. Les journalistes passent leur temps à suivre ça au jour le jour, heure après heure. Mais enfin, il y a quand même l'idée que si nous sommes capables de prévoir, si par exemple nous sommes capables d'anticiper sur les problèmes de lits de réanimation, au lieu de poser des questions éthiques un peu hors sol, si je peux dire, c'est-à-dire d'un seul coup, que fait-on quand il n'y a qu'un seul lit pour 2 malades qui se présentent? Eh bien, si on se dit, avant d'en arriver là, ça devient une question d'éthique médicale, eh bien, il faut avoir prévu des lits d'hôpitaux, il faut en avoir préparé, ce genre de choses. La nécessité, non pas d'une planification de type soviétique, ça c'est fini, mais de prévoir, d'organiser le futur, devient plus forte et ça passe là aussi par autre chose que le marché. Le marché ne prévoit pas ces choses-là. Alors ça, c'est le premier aspect de la question. Je pense aussi qu'à l'échelle internationale, nous avons pris conscience que cette mondialisation néolibérale sauvage n'était plus acceptable. Et je le dis avec un exemple qui est très européen et qui est très important, la relation à ce qu'on appelle les GAFA, les grandes entreprises du numérique, Google, Microsoft, etc. On constate qu'il y a une pression de plus en plus forte, non pas contre leur existence, mais pour qu'elles soient régulées, contrôlées. Bref, là aussi, on veut autre chose qu'un monde sauvage et débridé du marché néolibéral à l'échelle internationale. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais sur ce registre-là, vraiment, la conscience, je crois, est très vive et ne doit pas tout à l'expérience chinoise. Par contre, elle doit beaucoup à la répulsion que nous pouvons avoir de ce qui s'est passé au Brésil ou aux États-Unis à l'époque de Trump. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est sur ce thème de la solidarité. Évidemment, elle est nécessaire, elle est indispensable. Mais malheureusement, là je parle non pas philosophiquement, mais plutôt sociologiquement, malheureusement, on ne l'observe que de façon très insuffisante et parfois même très, très alarmante. Le cas de la France est très intéressant. Au début de la pandémie, quand il n'y avait pas de masque, donc pas de prévision, pas d'organisation, pas de logistique, etc., dépendance vis-à-vis de la Chine d'ailleurs, au début de la pandémie, il y a eu des marques très fortes de solidarité. J'en cite 2. Premièrement, tous les soirs à 20h, les habitants des villes et parfois même des villages se mettaient au balcon ou devant leur maison et applaudissaient les personnels de santé pour marquer toute la reconnaissance à ces personnes. Et deuxième exemple, dans de très nombreux endroits. Moi, je vis dans un petit village, je connais 2 ou 3 personnes qui l'ont fait, rien que dans ce village. Des gens, chez eux, ont fabriqué, avec des machines à coudre, les masques qui manquaient pour la population. Donc, et les ont donnés, évidemment. Et puis des entrepreneurs ont fait la même chose. Il y a eu un mouvement. Je pense que ce mouvement est retombé, que la solidarité est moins forte aujourd'hui. Et si je regarde à l'échelle internationale les problèmes de vaccins, c'est quand même pas la solidarité qui est la première vertu des chefs d'État qui négocient chacun pour leur État, des entreprises
qui vendent les vaccins, on ne sait pas trop si elles les vendent vraiment de façon très équitable ou si elles les vendent au meilleur payeur et à celui qui fait tout de suite la meilleure offre. On parlera de l'Europe peut-être un peu plus tard. Cette solidarité n'est pas très forte. Alors oui, il y a un intense besoin de solidarité, j'en suis absolument convaincu. Les inégalités se sont exacerbées pendant toute cette période et elles sont devenues tellement visibles que des groupes sociaux dont on ne parlait pas ont commencé à apparaître. Je ne sais pas pour d'autres pays, mais en France, c'est très net, vous l'avez dit, Barbara, les personnes très âgées qui n'existaient pas au début de la pandémie, les chiffres officiels n'indiquaient même pas le nombre de morts dans ce qu'on appelle des EHPAD, c'est-à-dire des établissements pour personnes très âgées. Bon, on a découvert les personnes très âgées. Ensuite, il y a un mois, la ministre de l'Enseignement supérieur a découvert qu'il y avait des étudiants en France et que ces étudiants, ils avaient toutes sortes de problèmes extrêmement graves. Bon, et donc, on découvre ce monde de la jeunesse, ce monde, donc des problèmes de génération qui n'étaient pas formulés ainsi. On s'est mis à prendre conscience des inégalités numériques. Comprenez, nous sommes ici en train de discuter, chacun dans des conditions à peu près décentes ou confortables. Mais quand vous habitez un petit appartement, que vous devez travailler à distance, que les enfants sont à la maison, qu'il n'y a qu'un seul ordinateur pour toute la famille, que cet ordinateur est mal connecté au réseau, etc., ça devient très difficile. Fracture numérique. On a pris conscience aussi d'autre chose. C'est que les groupes qui sont capables de se mobiliser obtiennent plus que les groupes qui ne sont pas capables de se mobiliser. En France, les personnels de santé, à juste titre, soutenus par l'opinion, se sont mobilisés et ont obtenu des mesures importantes, insuffisantes mais importantes. Par contre, les caissières de supermarchés, les livreurs de produits de restauration, les chauffeurs de voitures Uber et toutes sortes de populations dont on a dit ces gens-là sont indispensables, on a fait de la caissière de supermarché une icône en France. Mais ces gens-là n'ont rien eu. On a dit qu'ils sont merveilleux, on en a besoin, l'économie ne peut pas s'en passer, et on les a oubliés. Et donc, les choses, j'espère que les choses changeront, mais les inégalités ne se résorbent pas, au contraire, parce que chaque groupe est plus ou moins capable de se faire entendre et d'obtenir, par la pression médiatique et politique, d'obtenir des choses. Alors, on pourrait beaucoup parler de toutes ces choses-là. Je voudrais dire qu'il ne faut pas confondre les questions de solidarité et d'inégalité d'un côté avec la capacité de mobilisation sur des enjeux culturels. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais ce qui me frappe pendant cette pandémie, c'est que les mouvements de femmes, les mouvements antiracistes, les mouvements même ou les pressions sur l'environnement, le changement climatique, tout ça n'a pas disparu. Tout ça, malgré la pandémie, continue à exister. Et donc, je ne parlerai pas seulement de solidarité, je parlerai de capacité de se mobiliser sur des grands enjeux collectifs qui, eux, continuent, comment dirais-je, de nous faire rentrer dans une époque, dans une ère nouvelle, postmoderne. Donc, c'est peut-être aussi une des leçons de cette période. Merci. Axel Honneth, vous pouvez rebondir, répliquer. Oui, avec plaisir. Avant d'aborder la question, j'aimerais revenir au premier point. Pour le dire peut-être de manière un peu plus claire, ce que je voulais dire. Je crois que les tentatives des sociétés démocratiques de surmonter la pandémie nous ont fait comprendre que nos sociétés ont une tâche aveugle, si on peut se dire. Bien sûr, les États démocratiques utilisent des moyens de planification depuis des décennies. Par exemple, dans le domaine de la santé, c'était d'ailleurs souligné par Michel depuis des années, on a des plans, comment on pourrait réagir en cas d'une pandémie mondiale. On agit
dans ce cadre, selon le modèle classique, non, selon le modèle soviétique, parce que ça, c'est un modèle de la planification globale de la consommation, mais on utilise des instruments de planification. Cette tâche aveugle est qu'on ne l'assume pas. Même les États-Unis, sous le décret de l'économie de guerre, font une économie de planification, ne l'assument pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la fixation de l'idée que la démocratie et le marché vont de pair nous ont complètement ensorcelés et ainsi on n'est pas libre pour réfléchir d'autres méthodes de combinaison, d'autres combinaisons de méthodes économiques. Ni en France, ni en Allemagne, ni aux États-Unis, j'ai vu personne disant, voilà, peut-être on devrait regarder comment on peut agir. Il faut peut-être réfléchir sur une forme de planification. Il faut peut-être chercher une nouvelle combinaison de l'économie, une forme mixte de l'économie. La situation économique dans les pays démocratiques est catastrophique. En Allemagne, la situation est catastrophique. Les familles pauvres ne trouvent plus de logement. Je pense d'ailleurs qu'en France, on a le même problème. Et là aussi, on pourrait, pour l'avenir, comme une des leçons de cette situation, poser la question si l'utilisation d'une forme de planification dans la construction de logements serait peut-être le meilleur moyen afin d'abandonner les lois du marché. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait apprendre d'une dictature comme la Chine. Peut-être. Autrement, on ne peut rien apprendre de la manière comme la Chine a surmonté la crise parce qu'ils n'ont pas respecté les droits humains. Nous, on a essayé de justifier les mesures devant les publics. On a gardé la transparence de ces mesures et chaque mesure était justifiée sous l'angle que la population puisse adhérer à ces mesures. C'est ça l'élément de confiance qui est ancré dans les sociétés démocratiques. En ce qui concerne la question de l'inégalité, on n'a pas eu besoin en la pandémie afin de comprendre que les démocraties occidentaux souffrent énormément d'une inégalité croissante. La situation de vie des différentes couches sociales est très différenciée. La pauvreté dans les groupes inférieurs de population a augmenté énormément. Il y a des gagnants de la globalisation qui ont gagné de plus en plus. Et c'est vrai que la crise a illustré ce fait, la précarité de travail, les logements, mais aussi le manque de formation dans certains ménages. Ça fait que ces ménages n'ont pas pu vraiment surmonter la crise. Aux États-Unis, on a pu constater ça. En Europe, on a des travailleurs précaires et souvent ce sont d'ailleurs des femmes qui ont une double charge encore augmentée. Tout ça, on a pu l'observer et on peut le voir aujourd'hui. Et la question qu'on doit poser, qu'on est obligé de se poser, c'est quelles sont les conséquences pour l'avenir? Et une des leçons qu'on doit tirer pour l'avenir, c'est, selon moi d'ailleurs, c'est évident, depuis 2-3 ans, on a pu le voir. On a besoin d'une nouvelle politique de travail afin de créer les conditions pour une solidarité démocratique.
quand je parle de la politique du travail. Il faudra peut-être revenir aux réflexions des années 50, 60, où c'était normal qu'on s'oriente à l'idée que le travail est assuré, qualifié et doit permettre aux salariés de mener un rôle en tant que citoyen démocratique. Au cours des dernières 30 années, on a complètement négligé ces aspects et on se voit aujourd'hui confronté avec ces conséquences. Ceux qui vivent sous des conditions précaires n'ont presque pas de possibilité à surmonter la crise. Ils ont besoin de l'aide publique, ils ont besoin de la solidarité des autres, mais la raison est que toute la sphère de travail, l'organisation du travail social a été complètement négligée. C'est certainement dû aussi à la fixation sur le marché, l'intervention dans l'organisation de la société était rejetée. On a admis la précarisation du travail sous le dicté du gain de capitaux. Et je pense que la leçon qu'on doit tirer de tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de créer une nouvelle politique de travail permettant que les métiers, les activités qui ont montré qu'on y est dépendant, comme les infirmières, les pompiers, la police, etc., ce sont des forces dont on dit aujourd'hui qu'ils assurent notre existence. Et la leçon devrait donc être qu'on révise notre image de la valeur de l'action professionnelle. Est-ce que l'infirmière est peut-être plus important que, par exemple, l'agent immobilier? Est-ce que pour notre vivre ensemble, pour notre action de solidarité, l'activité des pompiers est élémentaire? Est-ce qu'on ne devrait pas créer des postes de travail respectables? Est-ce qu'on ne devrait pas augmenter les salaires de ces personnes? Donc, toute notre échelle de valeur de ces activités professionnelles devrait peut-être être mise en question pour pouvoir mener à un changement massif. Je pense que ça, c'est aussi une des réflexions, une des leçons qu'on pourrait tirer de cette crise. La première serait d'ailleurs que de revoir le marché comme unique moyen de coordination économique. Ce rôle devrait être mis en question pour réfléchir sur une économie mixte pour le bien de la démocratie en intégrant tous les citoyens afin de jouer leur rôle souverain. On devrait donc disposer de travail exigeant, bien payé, et pour pouvoir avoir une voix dans le public et pas considérer son métier en tant que destin. Ce sont pour moi deux leçons qui sont nécessaires et je considère qui sont devenus visibles lors de cette crise. Merci beaucoup. J'en profite avec un petit changement sur l'organisation de la chose. Il y a déjà deux questions qui ont été posées, notamment par Marie et Aslan, à nos intervenants. Donc, je pense qu'une des questions, notamment celle sur la façon concrète d'entretenir cette solidarité, a déjà éclairci par M. Honnête avec la question de la reconnaissance et de la rémunération du travail, mais peut-être il peut en dire quelque chose davantage. Donc, je lui redonne à nouveau la parole. Et j'ajoute ma troisième question qui concerne, c'est une question cruciale, mais brève, qui concerne le rôle que l'Europe, selon vous, va avoir dans tout cela, face notamment et après la tragédie du Brexit et
et aussi à l'évidente faiblesse face à la gestion des vaccins qui nous a, à ces moments en Italie, pendant les week-ends, c'était vraiment dramatique. On a interrompu les vaccinations qui étaient bien entamées et ça a créé un manque de confiance à nouveau à l'égard du gouvernement. Qui est vraiment terrible. Donc, ma troisième question concerne l'Europe. Je vous invite aussi, en commençant par M. Honnête, donc, qui peut rebondir sur sa question, de donner aux réponses au besoin de spécification qui a été posé par Marie Aslan au niveau aussi, par exemple, des syndicats et du rôle des partis politiques. Sa question a été posée sur la conversation, sur la chat. Oui. Je vais commencer par la question sur l'Europe et ensuite je vais ajouter des choses sur l'autre complexe des questions. Moi, je fais partie de ceux qui sont d'avis qu'il n'y a pas d'alternative à l'Union européenne. Donc, pour différentes raisons, pour beaucoup de raisons, mais on peut les faire rejoindre sur un dénominateur commun, c'est-à-dire que la plupart des problèmes auxquels sont confrontés les États européens, c'est-à-dire la politique du travail, la crise sanitaire, la crise économique, ne peuvent être maîtrisés en Europe que d'un commun effort. Parce que les raisons pour ces problèmes ne sont pas limitées nationalement. C'est-à-dire, c'est seul en commun que nous pourrons apporter des solutions à ces défis. Et c'est pourquoi une alternative, me semble-t-il, n'existera pas à long terme, une alternative européenne, enfin à l'Europe. Donc, en ce qui concerne la crise sanitaire, et donc la stratégie misérable de vaccination de l'Europe, c'est-à-dire que ces questions qui apparaissent depuis maintenant un an, 18 mois, c'est de s'interroger s'il ne faut pas mieux contrôler, encore plus fort qu'avant, si les processus de prise de décision et les processus de négociation dans ce système extrêmement compliqué à l'échelle européenne ne sont pas trop longs, trop compliqués, trop administratifs. Le fait même que l'Europe ne dispose pas d'assez de vaccins, ça ne dépend pas des différents ministres dans les différents pays. Et si moi j'apprécie correctement la situation, cela dépend, en fait, ou ça résulte des procédures qui étaient tellement compliquées à l'échelle européenne qu'il avait fallu négocier 3-4 mois pour s'accorder sur les quantités et les prix et les conditions de livraison. En fait, dans les pays comme Israël, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et également les États-Unis qui sont plus directifs, ont pu réagir avant, là où on a perdu 4 mois. Donc c'est là qu'il faut réfléchir s'il ne faut pas streamliner, en fait, raccourcir et alléger tous ces processus, au moins pour permettre d'avoir un consensus plus rapidement. Il faut réfléchir aussi au fait qu'il ne faut pas peut-être centraliser plus fortement certains ressorts, mais ça supposerait également que l'Union européenne sera dotée d'un pouvoir exécutif lié à certains représentants qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que tout ce qu'on connaît aujourd'hui. À mon avis, c'est la leçon, enfin cette catastrophe de cette catastrophe de la politique de vaccination, c'est donc de se consacrer peut-être
à la construction d'une exécutive qui serait démocratiquement légalisée à niveau européen et qui supposerait eh bien, la confirmation et l'assentement, le consentement de tous les États, même si on connaît les problèmes avec la Pologne et la Hongrie, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. Ce besoin d'exécutive au niveau de l'Union européenne. Et donc, ce pouvoir exécutif doit être renforcé. Et donc, ça, c'est le seul chemin que je peux m'imaginer. Parce que le problème ne réside pas auprès des chefs d'État ou des ministres de la Santé ou autres. C'est la bureaucratie européenne qui nous fait perdre dans la lutte autour des vaccins. Un autre moyen qu'il convient de réfléchir, qu'il convient d'explorer, c'est que l'Union européenne doit avoir beaucoup plus de velléité à se doter des moyens européens pharmaceutiques. L'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à genoux devant les propriétés privées. Elle finance, bien sûr, avec d'énormes moyens, toute l'industrie pharmaceutique, mais rechigne eh bien, d'imposer en fait la vente de ces produits obtenus par des moyens publics et européens, eh bien, selon ces conditions et donc à des conditions supportables pour tous les marchés. En fait, d'un côté, on finance le privé et d'un autre côté, on les laisse faire ce qu'ils veulent, à savoir de vendre leurs vaccins à des prix mais exorbitants qui ont fait que les États-Unis et Israël ont pu eh bien, en acheter à ces prix-là parce qu'ils sont riches. Et bien, nous, on a renoncé aux moyens de contrôler notre propre économie. Et donc, ça, c'est des moyens, en fait, dont on a besoin. Renforcer le pouvoir exécutif, démocratiquement légalisé, bien sûr, et donc un contrôle beaucoup plus important sur les entreprises subventionnées par des moyens financiers en provenance de l'Union européenne. Encore une information concernant une question qui a été posée. Dans les années 60 du siècle dernier, les syndicats européens à tout niveau étaient très engagés dans des programmes de la qualification et de l'humanisation de la travail. Donc nous, on l'a appelé comme ça en Allemagne. Donc ça, c'est la cogestion, par exemple, et ces mesures. On avait pris soin de faire attention à ce que de mieux qualifier les postes de travail afin d'enlever la monotonie du travail. Donc tout ça, ça a eu lieu, pas parce que les syndicats étaient tombés amoureux de l'idée, mais parce qu'ils étaient convaincus du fait que des citoyens et des citoyennes ne peuvent être que des êtres humains qui, dans leur travail, sont équipés et dotés de manière à leur permettre de lever la voix dans le public. Donc, on avait encore vu une relation entre démocratie et travail et environnement de travail. C'est-à-dire le moins ou le plus inférieur et le plus bas mon poste dans l'échelle du travail, le moins je peux élever ma voix. Je n'ai pas d'information, je n'ai pas de reconnaissance en fait ou d'attention et je n'ai pas le temps. Et donc, ces exigences et ce niveau d'exigence devrait nous inspirer afin de prendre soin d'intégrer l'environnement du travail en tant que partie intégrante de cette démocratie. Donc la démocratisation de l'environnement du travail, donc afin de compenser tous les avantages et les nombreux avantages au niveau des postes précaires, afin de mettre le citoyen qui les occupe en capacité de lever sa voix. Alors ça, je pense que c'est l'idée. Et la pandémie
nous l'a montré très, très précisément, que ce sont les précaires qui en souffrent le plus et qui attirent notre attention sur le fait que nous devons retourner à une politique de travail qui donne la place à un travail correct pour le citoyen qui fait partie de cette démocratie. Merci, merci beaucoup Axel Honneth. Je vous remercie notamment pour ce que vous avez dit à propos du manque de pouvoir et de la nécessité de renforcer le pouvoir exécutif de l'Union européenne. C'est une question dans laquelle je me retrouve complètement. Je donne la parole à Michel Viverka pour surtout encore une fois sur la question de l'Europe. Oui, je vais faire trois ou quatre remarques. Première remarque, je voudrais prolonger la discussion avec Axel sur le point précis de cette possibilité ou de cette nécessité qu'il y a à avoir l'Europe. Oui, là-dessus, je suis à 100% de son côté et je vois évidemment les alternatives qui nous sont proposées. Ce n'est pas seulement l'autoritarisme dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est la démondialisation, le souverainisme, la fermeture de chaque pays sur lui-même. C'est au bout du compte, je pense, des problèmes pour la solidarité justement et pour le vivre ensemble. Donc entre le nationalisme, l'autoritarisme, la fermeture, etc. et l'Europe, je pense qu'il n'y a pas à hésiter. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que pour que les choses changent, et j'étais très content qu'Axel évoque le syndicalisme, il faut des acteurs. Et il faut des acteurs collectifs. Les choses ne changeront pas seulement si quelques intellectuels bien intentionnés, comme Axel ou moi, disons que c'est nécessaire. Les choses ne changeront que s'il y a de l'action. Or, un des grands problèmes de la situation actuelle, c'est que les acteurs collectifs, aujourd'hui, ne sont pas très forts, sont fragmentés, sont parfois décomposés, sont parfois eux-mêmes pris dans des logiques qui peuvent devenir inquiétantes. Enfin bref, ce n'est pas le moment d'entrer trop dans le détail, mais je crois que la condition nécessaire à une construction européenne plus active et plus efficace, c'est l'existence de forces sociales et culturelles collectives qui poussent. Ça me semble vraiment un point aveugle aujourd'hui qui mérite vraiment toute notre réflexion. Et la troisième série de remarques que je voudrais faire, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Europe? Tout à l'heure, nous avons discuté, et nous sommes absolument d'accord, Axel et moi, sur la nécessité de préparer l'avenir, en quelque sorte, hein, d'anticiper. Eh bien, oui, mais préparer l'avenir, anticiper, je dirais même planifier, si on ose encore utiliser ce mot aujourd'hui, à l'échelle européenne, c'est difficile. Et donc, est-ce que nous serons capables d'inventer ou de développer les instruments européens de ce qui est trop souvent jusqu'ici pensé surtout à l'échelon national? Alors, je voudrais dire maintenant, pour cette apologie pour l'Europe, je voudrais dire maintenant un mot de mon expérience personnelle. J'ai fait partie pendant plusieurs années du conseil scientifique de European Research Council, c'est-à-dire une de ces grandes institutions européennes qui gère des sommes énormes pour stimuler la recherche, tous azimuts, sciences sociales y comprises, mais pas et avec une place honorable, mais avec toutes sortes d'autres disciplines, des milliards d'euros. Eh bien, je peux vous dire que c'est une réussite merveilleuse, cette politique européenne de la recherche, car des milliers de chercheurs ont pu former des équipes, donc c'est des dizaines de milliers de chercheurs qui ont été embarqués depuis une douzaine d'années ou une quinzaine d'années maintenant dans ces programmes, et avec des budgets considérables, sur des bases comment dirais-je, de grande qualité du travail. Et donc, si tout en Europe fonctionnait sur le modèle que je viens d'évoquer de cette institution de recherche, je peux vraiment vous dire qu'on aurait une grande Europe. Et donc, le problème, c'est, Axel l'a dit, je le dis plus brutalement, débureaucratiser tout en étant capable de prévoir. C'est quand même pas si simple, donc inventer ça. Et il y a une autre dimension qui me semble absolument importante sur l'Europe. C'est que l'Europe devient un espace absolument décisif pour tout ce qui touche
aux droits humains et aux droits sociaux. Et que je pense que c'est une des raisons supplémentaires d'être absolument en faveur de l'Europe. Quand tel ou tel pays, la Hongrie, la Pologne, dérape, que la Hongrie dit on ferme l'université centrale européenne, que la Pologne prend des mesures en matière d'institutions, de justice, etc., inacceptables, l'Europe est, je dirais, un garde-fou, est une protection pour les droits humains. Et on parlait de droits sociaux tout à l'heure, les gens qui travaillent de façon précaire. L'Europe peut être ce lieu, cet espace tout à fait précieux. Donc, voilà pourquoi je pense que nous devons veiller à la poursuite de cette aventure européenne. Mais, et je voudrais terminer là-dessus, je vais prendre le dossier des vaccins parce qu'il est très intéressant. Les vaccins, l'Europe a fait partie de l'efficacité. C'est quand même admirable que la science, en un an, ait pu nous amener ces vaccins, même s'il y a des difficultés. Mais la science a fait son travail. Mais si l'Europe a réussi, il faut bien voir aussi que la Russie a réussi, que la Chine a réussi. Et donc, si vous voulez, il faut bien voir que l'Europe ne peut pas avoir le monopole de la science, mais qu'elle peut avoir par contre un rôle fondamental dans l'articulation de la science et, disons-le comme ça, des valeurs humanistes, des droits humains, etc., auxquels nous sommes très attachés. C'est cette articulation aussi qui me semble très, 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 très précieuse. Voilà quelques commentaires. Merci, merci beaucoup. Le temps s'écoule très vite, je vois. Donc, pour ne pas monopoliser complètement la parole, parce que j'avais encore 3 questions, je vous les anticipe juste pour vous donner une idée des thèmes que j'avais choisis. Une question portée sur le rôle global de la Chine et des États-Unis, notamment les bilans de la présidence Trump et les New Deal de Biden. Sur la Chine, vous avez déjà répondu largement, donc peut-être vous pouvez dire quelque chose sur les États-Unis. Mais ma question principale, parce que je pense vraiment que ça concerne les publics et les véritables renouvellements de l'agenda démocratique dans les dernières années, dernières décennies, est la question de la nature. La nature qui avait un peu disparu de l'agenda de la gauche européenne, sauf évidemment pour le mouvement des Verts, comme on le veut situer, est redevenue avec puissance au centre de nos préoccupations avec la crise écologique, dont l'opinion publique commence à avoir désormais une très aiguë, et avec l'épidémie, avec tous les débats sur les origines naturelle, sociale de la maladie, mais aussi l'évidence du fait que le monde est en otage d'un petit virus. Et que donc, quel rôle, je vous pose la question en commençant à nouveau par Michel Vivorca, la question de la nature entre dans votre conception de la démocratie et dans son agenda, dans ses défis, comme vous les appelez. Et pour être honnête aussi, j'ajoute un commentaire sur les résultats des dernières élections allemandes, dans lesquelles peut-être la question peut être relevante pour les éclaircir. Donc, merci. Et j'invite le public déjà à s'inscrire ou à poser des questions par écrit, de manière que je puisse alterner mes propres questions aux questions du public sans monopoliser la parole. Merci beaucoup, Michel. En quelques mots, je pense que tout ce qui touche à la nature fait partie des grands enjeux de la société nouvelle des sociétés nouvelles dans lesquelles nous entrons. On peut les appeler de mille et une façons, ces sociétés. Au début, on les a appelées post-industrielles, et après de communication, d'information, etc. Bon, peu importe. Parmi les grands enjeux, ce n'est pas le seul, mais les grands enjeux, il y a le rapport des humains à la nature qui se pose. Alors, ça se pose de plusieurs façons. D'abord, je dirais intellectuellement. On a pris tout au long du 19e et du 20e siècle l'habitude de compartimenter les réflexions, de séparer les sciences dites exactes des sciences de la vie. On a pris l'habitude de fonctionner en silo, alors qu'auparavant, on raisonnait de façon beaucoup plus intégrée, en intégrant les questions de nature et de culture et de vie sociale. Et donc, je pense que nous devons savoir que les enjeux de la vie collective seront formulés de plus en plus, non pas en termes de nature, mais en termes de relations
des humains à la nature. Vous avez évoqué les questions de virus, mais enfin, on pourrait le dire, regardez la biologie, regardez l'épidémiologie, regardez un certain nombre de façons de réfléchir où, à l'évidence, il faut articuler les choses. Que le changement climatique, voilà aussi un énorme enjeu. Et puis, je pourrais continuer à en prendre d'autres. Je voudrais ajouter aussi que bien des questions dites éthiques sont des questions qui nous posent la question du rapport à la nature. Et je dirais, entre l'humain et la nature, le rapport aux animaux, qui est aussi en train de se transformer. Alors nous voyons se modifier nos façons de consommer, nos façons de manger, nos façons même nos conceptions du loisir, des vacances, nos conceptions de la mobilité. Enfin, tout bouge et à chaque fois, nous sommes amenés à introduire cette dimension nature dans nos réflexions. Donc, en ce sens, ça devient un enjeu crucial pour qui veut penser le monde de demain et non pas le monde d'hier. Voilà moi ce que je voudrais dire sans aller beaucoup plus lourdement là-dessus. Et c'est, je crois, une préoccupation très partagée, ce qui fait que ces questions-là traversent tout le paysage politique et en même temps sont portées par certains acteurs plus que d'autres. Donc les questions d'environnement, c'est plutôt les mouvements d'écologistes. Mais en même temps, tout le monde est écologiste aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça anime aussi le débat politique de façon, je pense, compliquée. Donc voilà, parce que le temps passe. Axel, je vous pose la question en soulignant pour le public qui peut-être n'est pas si familier avec votre travail que la notion de nature est un peu absente dans votre système, disons, théorique, dans votre théorie sociale. Et donc, est-ce que vous avez revu ou est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle particulier pour la question de la nature dans les nouveaux défis de la théorie démocratique et de l'éthicité démocratique? Il va de soi que la société et la nature ne peuvent plus être séparées comme c'était dans le cadre des théories sociales classiques. On peut voir chez Marx ou dans d'autres œuvres plus tard, on est parti toujours de l'idée que là, c'est la société avec ses lois et elle opère en intervenant sur la nature. Ça, c'est l'idée classique. On se dit qu'il y a un dualisme entre la société et la nature. Il y a énormément de processus qui nous ont indiqué depuis 50 ans que ce dualisme est une leurre et que la société doit être considérée en tant que conservatrice de la nature et ceci a été introduit aussi avec l'écologie. On pense donc aujourd'hui beaucoup plus à un système écologique. Un système écologique, ça veut dire que la nature est une composante interne de la vie sociale. La catastrophe climatique est une indication que cette nature qui fait partie de notre société, a été usée et la société est menacée à perdre sa base. Pour cette raison, il faut, dans chaque domaine de l'action sociale, reprendre cette question et s'orienter aux objectifs climatiques. Tout ce qu'on a tout à l'heure appelé la politique du travail, ça concerne aussi la politique de la consommation, la politique de la culture. En ce qui concerne la politique du travail, il n'est pas si difficile de comprendre quelle sera notre mission. Le travail qu'on va humaniser, qu'on va qualifier, doit être un travail à l'avenir qui va de pair
avec les défis d'une protection du climat massif. On a donc besoin d'une fantaisie sociologique, mais aussi d'une fantaisie économique afin de créer une politique de travail permettant un travail intéressant et qualifié, toujours aussi en respectant le climat. Nous sommes en train d'abolir certaines industries. Ceci va créer un chômage massif et il faut donc poser la question, comment on va remplacer ces différentes occupations de l'homme. Et je pense que ça, c'est la force des partis des Verts en Allemagne parce qu'ils ont assez de fantaisie, assez de compétences pour se projeter à l'avenir et pour créer un panorama d'activités qualifiées possibles permettant la protection du climat. En ce qui concerne le virus en tant qu'élément de la nature de nos sociétés, ce n'est pas vraiment nouveau, mais je pense que nous tirons pour la première fois les leçons. Les virus, les bactéries ont toujours existé, les pandémies ont toujours existé, toujours dans des intervalles réguliers. Et la nature a donc toujours montré sa force au milieu de nos sociétés. Et seulement aujourd'hui, on réalise qu'il s'agit de quelque chose qui fait partie de nous. Même les forces négatives de la nature font partie de nous. Pas uniquement les forces qui nous permettent à nous conserver, qui permettent à nous protéger. Non, aussi les forces négatives de la nature font partie de nos sociétés. Il faut donc apprendre à vivre avec l'idée que aussi bien les côtés négatifs de la nature doivent être intégrés par nous en pensant à long terme d'ailleurs. Et ces forces négatives doivent être surmontées et on doit conserver les forces positives. Je pense que ça va mener à une autre interprétation de nos sociétés. Je sais qu'il y a d'autres collègues qui ont beaucoup plus travaillé sur ce sujet. Ça a été d'ailleurs mentionné par Madame Carnevali. Mais la notion d'une société démocratique de l'avenir, ça doit être aussi une notion qui considère la nature comme partie de la société démocratique. Il faut donc réfléchir encore une fois sur la manière d'appartenance à cette société démocratique. Qui fait partie de cette société? Uniquement les citoyens, uniquement les hommes, mais peut-être aussi les animaux, peut-être pas comme sujet juridique, mais en tant que bien à protéger. Il faut aussi se poser la question de quelle manière les composants naturels de notre vie, comme les forêts, etc., font partie de nos sociétés et de quelle manière il faut les protéger. Donc, je pense finalement que nous devons réfléchir sur les différentes appartenances. Qui est, selon nous, un membre de la société et qui décide sur le destin de ces membres? Si on continue à considérer la nature comme quelque chose d'extérieur, je pense que ça, on ne peut plus se le permettre.
nous devons maintenant vraiment réfléchir sur une appartenance échelonnée. On a d'abord les droits des citoyens en faveur des citoyens, mais il y a d'autres formes de droits, le droit de protection, par exemple pour les mineurs. Aujourd'hui, on réfléchit si les mineurs ne devraient pas avoir aussi des droits actifs, mais il y a différentes composantes et on peut, par exemple, réfléchir sur différents droits à attribuer. Ce n'est pas toujours selon le modèle actif, selon le modèle du sujet juridique, mais aussi du sujet qui a droit à une protection juridique sans être actif dans la formulation des droits. Je pense qu'on va avoir une nouvelle définition de l'appartenance démocratique en commençant par les animaux et en allant jusqu'à d'autres éléments de la nature présents en nous. Merci beaucoup. Donc, les droits comme l'instrument pour faire rentrer et pour faire participer la nature à la démocratie. Il y a 3 questions, une batterie de questions qui sont arrivées sur notre chat et je remercie énormément les traductrices qui ont déjà traduit pour faciliter la lecture des questions et les commentaires. Alors, je les pose toutes les 3. Je les pose aux 2 intervenants. Vous pouvez choisir, si vous avez une question qui vous tient particulièrement au cœur pour de répondre à celle-là. Donc, la première qui a été posée par Jean-Yves Maire, comment situer les problèmes de l'école et de la formation pour la résolution des problèmes? Donc, la question du rôle de l'école et de la formation dans les nouveaux défis de la démocratie. La question qui a été posée par Julia Pölitz concerne la question, si je ne me trompe pas, des syndicats. Pourquoi elle vous remercie pour l'interview et elle se demande pourquoi le travail des syndicats pour une meilleure politique du travail s'est affaibli après les années 90. Donc, pourquoi dans les années 90. Et Georg Blum, il se demande, il parle pour le Die Zeit, donc il vous pose une question de la part de la Die Zeit. Est-ce que nous sommes réellement en train de vivre une catastrophe vaccinale européenne qui remet en question notre relation avec l'Europe? Donc, il problématise la perception qu'il y a une catastrophe vaccinale. Donc, je vous laisse libre, tout en commençant par Michel Vivorca, s'il souhaite commencer, et de répondre aux questions que vous considérez les plus stimulantes pour votre réflexion personnelle. Les questions les plus stimulantes, c'est les questions les plus difficiles. C'est difficile d'expliquer pourquoi un peu partout, il y a en Europe affaiblissement des syndicats. Mais je pense que le syndicalisme a connu une évolution qui en faisait un acteur totalement adapté à l'époque industrielle classique et de moins en moins adapté à l'ère post-industrielle dans laquelle nous sommes. On a évoqué très rapidement tout à l'heure en France le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se sont tenus à distance du syndicalisme et vice-versa, alors que bien des revendications qu'ils portaient étaient liées aux revenus que leur versaient les employeurs. Et donc, cet affaiblissement des syndicats est vraiment très préoccupant. Il a à voir avec des changements dans les entreprises, des changements dans l'organisation du travail. Il a à voir avec des changements culturels. Il a à voir avec la capacité aussi des syndicats à prendre en charge les demandes, les attentes qui viennent de la société et à une plus grande efficacité peut-être des directions d'entreprise à contourner l'action syndicale. En tout cas, c'est une question compliquée. Alors, je suis intéressé aussi, les 3 questions sont importantes, je suis intéressé aussi par l'idée qu'il ne faut peut-être pas exagérer le thème de la catastrophe vaccinale. Certains disent même qu'il ne faut pas exagérer le thème de la catastrophe démographique liée à la pandémie. J'ai lu dans Libération ces derniers jours un débat très intéressant qui oppose en gros 2 démographes, Hervé Lebras et Michel Guillot. L'un disant
Hervé Lebras, écoutez, à l'échelle d'une certaine durée, enfin du temps, disons, cette pandémie, évidemment, est meurtrière, mais enfin, elle ne va pas entraîner une telle catastrophe démographique. Donc, et puis l'autre qui dit non, pas du tout, c'est très grave. Alors, je ne rentre pas dans le débat, mais je crois que nous avons de la peine à nous situer au bon niveau, à éviter l'excès ou le défaut dans toutes ces questions. Sur les vaccins, c'est peut-être pas une catastrophe ce qu'a fait l'Europe, mais ça n'est quand même pas brillant. Voilà ce que je dirais. Et on s'aperçoit que des pays qui ont été plus nerveux dans leur mobilisation, on a évoqué Israël, on a évoqué le Royaume-Uni, j'ajouterais aussi le Chili, pour prendre un exemple encore autre que autoritaire, le Chili a été très efficace dans sa mobilisation pour les vaccins. Donc il y a d'une part des négociations qui n'ont peut-être pas été brillantes, l'histoire nous le dira, elles n'ont en tout cas pas été merveilleuses, mais aussi une question de fabriquer des vaccins, inventer les vaccins. L'Europe n'a pas été absente, mais elle n'a pas été non plus très en avance. Et si je prends la France, alors là, évidemment, je suis désespéré de voir le pays de Pasteur incapable de proposer autre chose ces dernières semaines que de mettre en flacon les vaccins fabriqués par Pfizer, c'est-à-dire par une entreprise étrangère. Donc, ça n'est pas brillant. Est-ce une catastrophe? C'est une catastrophe si on regarde les choses à très court terme. Mais si on le regarde sur une plus longue durée, peut-être. Alors, l'école, écoutez, franchement, là, il faudra demander à nos hôtes d'organiser, avec d'autres que moi en tout cas, une vraie séance sur qu'attendre de l'école. Parce qu'évidemment, c'est un océan de questions, mais il était important que ce soit posé. Donc, je ne répondrai pas à la question, sinon pour dire qu'elle est décisive, centrale et qu'elle conditionne évidemment notre avenir. Merci, Axel Honneth. Oui, juste brièvement sur les 3 points. En effet, je crois vraiment que l'école est le levier de fond des sociétés démocratiques. Même avant la politique de la démocratisation du travail, c'est l'école qui est le cœur des événements. Le cœur de là où on va instiller la capacité et la contribution et le respect d'une société démocratique. La conséquence est que les démocraties doivent se rendre compte que le seul instrument à leur disposition pour reproduire ces visions et ces vertus nécessaires, c'est l'école. Il n'y a pas d'autre moyen, instrument primaire. Conséquences nombreuses qui en découlent. L'enseignement scolaire doit être un enseignement démocratique. Il ne doit pas se contenter d'être qualifiant, mais il doit répondre à des exigences démocratiques. C'est John Dewey qui a défendu ce concept. Il doit également être remis en question cette propension des écoles privées. Les écoles privées sont des lieux qui risquent d'enseigner des valeurs autres que les seules valeurs nécessaires et autorisées, à savoir la prise de conscience d'un citoyen démocratique. Alors pour moi, il n'y a pas question, il n'y a pas photo là. En ce qui concerne les syndicats, Michel l'a déjà dit, hein, ça c'est une question très très complexe de trouver la raison pourquoi ces syndicats sont acculés et que pourquoi ils ont perdu beaucoup de leur puissance d'antan. Un point réside peut-être que le mouvement syndicaliste était représentatif pour le salariat industriel. Mais l'industrie joue un rôle de moins en moins important dans nos sociétés. On s'est condamné à devenir des sociétés de services.
de prestataires de services. Et il est extrêmement important pour les syndicats de s'en rendre compte et de se réorienter de manière à ne plus être les représentants de l'industrie et de l'ouvrier. Et donc de jeter par-dessus de bord tout leur code afin de s'orienter vers une représentation, une représentativité des secteurs de services. Ils le font, mais il lui manque aussi bien les connaissances historiques et la vision, la vision du futur de ce que cela pourrait représenter. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Hein. En fait, ça veut dire une nouvelle symbolique, un nouveau vocabulaire, une nouvelle terminologie, de nouvelles attentions. Donc, la prestation de service, en fait, on n'en sait rien, on n'y connaît rien, on ne l'a même pas encore analysé ou recherché. On parle de sociologie industrielle parce qu'elle elle s'occupe de l'industrie. On parle de sociologie du travail, mais ça, c'est encore dans les balbutiements. Il faut un changement de paradigme dans la conscience intrinsèque des syndicats. Et deuxièmement, je pense également qu'en effet, il convient de mettre en avant des exigences qualitatives et non seulement quantitatives. Et en ce qui concerne la troisième question, moi, j'ai un plus grand scepticisme que Michel ici, peut-être. La malchance ou la non-réussite de l'Union européenne et le fait que nous sommes à la traîne, dans le sens des vaccinations, à la traîne par rapport à d'autres pays, pourrait en effet amener à une rupture et à une perte de confiance qui pourrait être combinée à l'effet de la renationalisation. En fait, ce qu'on observe, on observe ces derniers mois, en fait, que les informations sont nationalisées, entre guillemets, dans le sens où on entend peu sur les incidences en Pologne ou en Italie ou en Espagne. On parle en Allemagne sur la situation allemande, sur les chiffres allemands. On ne pense même pas à réfléchir à la régionalisation des chiffres. Donc, en fait, on raisonne selon les frontières. On s'occupe peu du fait qu'il y a des régions transfrontalières. Et donc, cette perception des choses, elle se nationalise. Et donc, la crise vaccinale, elle pourrait peut-être contribuer à affaiblir encore plus la confiance envers les institutions européennes et envers la pensée européenne. En fait, c'est les médias qui ont des responsabilités ici dans ce domaine, de ne pas limiter leurs informations à uniquement l'Allemagne pour l'Allemagne, etc., mais qu'on se situe dans une Europe unifiée. Il faut publier de manière transparente les raisons pour ce débâcle. Je trouve qu'on n'est pas assez informé à ce niveau-là. Il faut aller dans l'offensive et dire, eh bien, c'était la lenteur bureaucratique de nos propres institutions qui a fait que nous n'avions pas pu réagir assez rapidement. Donc, tirons-en les conséquences. Hein. Mettons-nous autour de la table pour améliorer les processus et les procédures européennes. Mettons-nous autour d'une table pour réfléchir si il ne faut pas avoir un contrôle plus important sur les biotechnologies qu'on a financées, in fine. Et donc, il faut réfléchir à des mesures extrêmement rapides à Bruxelles et à Strasbourg afin de contrecarrer la perte de confiance et la renationalisation qui menace. Il faut pas attendre. Hein. Il ne faut pas attendre un mois, ni encore moins 6 mois. Il faut
commencer aujourd'hui afin de contrecarrer le danger de la renationalisation et du repli sur soi. Merci, merci beaucoup. Malheureusement, il faut terminer ce débat passionnant. Heureusement, vous avez déjà répondu vous-même à la seule question que je n'ai pas eu le temps de vous poser, qui concernait le rôle des sciences humaines et sociales dans les débats politiques et dans le futur de la démocratie. Je pense que les débats ont été déjà une démonstration très, très claire de la liberté de discussion et aussi de la réflexivité que ça comporte. Je souhaite remercier particulièrement, avant de redonner la parole à Jens, il veut dire quelques conclusions, non seulement l'Eric Böll et le Goethe Institut, mais aussi les traductrices qui ont fait un travail extraordinaire pour permettre à la séance de se dérouler dans les deux langues de manière si souple et qui ont eu la patience aussi de supporter ma locution très rapide. Je sais très bien que c'est difficile de le faire et je souhaite aussi remercier Madeleine pour son rôle de coordination et d'organisation et Barbara Horath aussi, bien sûr. Donc, je redonne la parole à Jens et je vous remercie beaucoup, Michel Viverka, pour votre livre et les suggestions qu'il nous a données. Axel Honneth pour votre intervention et pour cette belle discussion. Jens, je vous remercie aussi et je vous redonne la parole. Et je ne veux pas prolonger, juste dire vraiment merci beaucoup. Je trouve que c'était extrêmement riche et intéressant, justement, aussi vraiment avoir cette vue sur la question quelles leçons tirer de la crise sanitaire et de la pandémie. Là, il y avait vraiment beaucoup des éléments que je trouve, nous aussi, vraiment comme fondation, on peut travailler là-dessus, justement sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant. Et juste pour dire aussi à tout le monde comme possibilité, et je crois dans ce cas-là, il faut vraiment la peine que, bien sûr, nous, l'Institut Goethe et aussi la Fondation Erich Böll, on va aussi mettre ce débat sur nos sites de façon que vraiment il y a aussi la possibilité de l'écouter aussi pour beaucoup d'autres encore en dehors des participants d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous et merci aussi vraiment, Barbara, pour cette modération si bien et extraordinaire. Et un grand merci aux traductrices qui m'ont permis quand même cet échange vraiment franco-allemand de cette façon. Merci et une très belle journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci Axel, c'était un régal. Merci à tous. Merci.